Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouvel épisode de notre format Nos amis les libraires, dans lequel on va à la rencontre de tout un tas de personnes qui travaillent dans des librairies situées aux quatre coins de la France. Et dans ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'avoir Stéphane de Momie Grenoble. Salut Stéphane. Salut Arnaud. Est-ce que tu vas bien ? Je vais parfaitement mieux. Comme je te disais, j'étais malade avant. Là, c'est parfait. Je vais très bien. Ça tombe bien puisque je vais pas te lâcher puisque voilà, tu es donc le troisième invité de cette longue série qui prendra fin quand j'en aurai envie. Mais voilà, quand on aura marre. Quand j'en aurai marre aussi, peut-être que même les gens en auront marre puisqu'ils se diront au final, tous ces libraires, ils ont tous le même vécu, tous la même façon de ranger les comics et tous leurs mêmes approches de la BD. Mais justement, je pense que c'est un peu la démonstration de ce podcast, c'est que chaque libraire a son parcours, ses affects et a son envie de mettre en avant et de défendre en fait la bande dessinée qu'il aime. Et donc c'est un peu ce que j'ai envie de démontrer simplement par ces émissions de discussion. Donc toi aujourd'hui, comment tu définirais ton intitulé ? Tu es responsable comics dans Momie Grenoble. Je suis gestionnaire de rayon comics sur Momie Grenoble et je m'occupe aussi de trois petites choses autour, le produit dérivé en partie, tout ce qui concerne si c'est américain et que ça s'adresse pas forcément à un enfant mais à un ado plus ou à un jeune adulte, ça sera vers moi. D'accord. Alors, avant de parler un petit peu juste du métier aujourd'hui, est-ce que tu peux, toi, en tant que personne, te présenter un petit peu et notamment nous dire quelle est la place des comics dans ton parcours de lecteur ? Écoute, c'est très très simple. J'ai bientôt 43 ans. Je suis libraire depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé donc en 2005-2006. D'abord pas totalement déclaré comme pas mal de libraires, et puis après complètement déclaré en contrat étudiant. Ça veut dire quoi, pas totalement déclaré ? On donne des coups de main à des copains derrière le comptoir, et puis on se fait payer en 2-3 BD. Voilà. Les coulisses, les vraies coulisses de la librairie. Ça arrive à beaucoup de libraires indépendants. Hein. On donne des coups de main comme ça, et puis on fait des rencontres, et un jour on se dit, on a le rush du premier conseil, et on se dit j'ai envie de faire ça longtemps. Il se trouve que moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années dans un contexte économique où tout ce que vous connaissez d'aujourd'hui n'existait pas. Le manga existait, mais pas à cette taille-là. La BD vivait, mais pas sous ces formats-là. Et le comics existait, mais avec une énorme pointe de nostalgie des messieurs d'une quarantaine d'années ou d'une cinquantaine d'années qui se souvenaient de leur adolescence dans Strange, parce qu'on disait Strange, on disait pas Strange, dans Strange, dans les Nova, et qui revenaient en magasin de temps en temps racheter soit des intégrales, soit des rééditions, mais alors avec des formats, les fameux formats Delcourt ou ce qui viendront plus tard les formats Urban. Voilà, donc c'était multiformat, beaucoup de soft, pas beaucoup de cartonné, des sorties très décalées par rapport aux États-Unis, des fois des choses qui sortaient immédiatement derrière chez plein d'éditeurs. Et puis il y avait ça aussi, il y avait pas un éditeur pour DC, il y avait il y avait bien un éditeur pour Marvel, mais il y avait plusieurs éditeurs pour Dark Horse, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais plusieurs éditeurs pour DC. Il y en avait un peu de partout. Je me souviens moi d'avoir acheté mes Hellblazer Constantine chez Tot à l'époque, et c'était super. Voilà, j'étais grand ado quand je faisais ça, et quand j'ai eu le virus de la BD, j'ai continué avec le comics, j'ai continué avec le manga. J'ai fait des études et je suis parti vivre au Japon pour mes études, et quand je suis revenu, le manga explosait en France. J'ai utilisé ça comme porte d'entrée pour rentrer dans un grand groupe de grandes surfaces spécialisées culturelles, en disant moi ça je sais faire, j'ai appris et j'ai regardé comment on faisait là-bas, je vais vous faire la même chose, et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et quand le comics a commencé à exploser avec l'arrivée d'Urban et surtout avec les Walking Dead qui trustaient les top 20 GFK comics, on s'est mis petit à petit à refaire du comics, et j'étais devenu pendant un temps le monsieur comics de cette chaîne, d'aller dans les rencontres libraires pour leur dire comment et quand commencer, voire même commencer à commander chez Macassar les singles Marvel. Il y a de ça plus d'une dizaine d'années, voilà. Donc
Et cette grande chaîne, tu la nommes pas par... Ah non, parce que je fais pas de la pub, mais si tu veux, je peux le dire, c'est les espaces culturels, parce que j'y étais très très bien traité, j'y ai été très très bien formé. Il y a d'excellents libraires généralistes qui y bossent. C'est vrai que bon, bah t'es dans de la grande librairie généraliste, mais les libraires de Fnac, les libraires de GSS en général, même des libraires de Cultura, il y a toujours des passionnés, il y a toujours des gens ultra compétents qui n'ont pas la chance de tout de suite trouver une place dans un indé. Moi, j'ai mis quasiment une quinzaine d'années pour trouver une place chez un indépendant. C'est long. Les places sont trustées et puis c'est un peu la Rolls aussi de bosser chez un indépendant. C'est pas les mêmes conditions commerciales parfois. C'est pas les mêmes salaires non plus parfois selon les postes à responsabilité, mais c'est un autre public, c'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon de voir le catalogue. C'est ce qui est hyper intéressant, c'est de se spécialiser en fait, et en plus de récupérer un certain niveau de liberté. Les grandes surfaces culturelles, quand elles ont vu que le manga explosait à nouveau et que le comics descendait, et ben les rayons ont eu la même forme, c'est-à-dire le manga s'est élargi à nouveau encore plus fort et le comics s'est réduit. Moi j'ai eu la chance dans ces moments-là de pouvoir arriver dans un indé et à Momie Grenoble on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire et j'ai dit moi je voudrais revitaliser le comics. On m'a dit t'es fou, mais essayons, vas-y, montre-nous. Et on l'a fait. Il se trouve que c'était le contexte en plus de la pandémie, donc c'était un peu marrant parce que on n'avait personne, mais des gens se mettaient à redécouvrir des séries, redécouvrir des titres, racheter des colonnes complètes de Walking Dead, tout comme ils rachetaient des collections quasi complètes de One Piece ou de Berserk. Et c'était hyper intéressant en fait de voir le marché se modifier là et de voir aussi les éditeurs chercher peut-être à s'évader du super-héroïque, tout du moins chez Urban un petit peu, pour donner la chance à Urban Indies encore plus fort, parce que là, l'indé qu'on peut vendre à un lecteur de bande dessinée occidentale, européenne, c'est les mêmes lignes de lecture, c'est les mêmes lignes de code. Donc moi, mon rapport à tout ça, carrièrement parlant, ça a été des contextes, des moments un peu dans la ligne du marché, mais de toujours essayer de promouvoir une culture éditoriale qui est une culture de la découverte et peut-être d'un média qui est mal appréhendé. Voilà, mais qui ne se limite pas à juste le genre super-héroïque, même si les médias mainstream, cinéma, télé essayent de nous le faire croire. Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant. J'ai envie de revenir un petit peu quand même sur ton parcours, parce qu'il est super intéressant quand même, notamment sur ce côté, j'ai fait de la GSS avant d'aller en librairie de niveau 2. Mais déjà même sur le fait effectivement que toi t'as démarré ta carrière, donc moi j'étais en train de passer mon bac peut-être, même pas, j'avais 15 ans, j'étais en première, de voir en fait comment tu lisais même en fait les comics à cette époque-là où effectivement donc il y avait pas, donc on est bien avant l'arrivée d'Urban, donc avec du DC qui sort différemment chez différentes maisons d'édition, où le format dominant, pour le coup, c'est vraiment le kiosque en kiosque. Comment est-ce que toi, tu lisais tes comics à ce moment-là? Et la deuxième question, c'est comment on recommande du comics à cette époque-là aussi? C'est très marrant. Donc à l'époque, si tu voulais ton kiosque, donc soit t'étais libraire et t'avais un contrat chez Macassar ou chez d'autres diffuseurs de presse et tu avais ta presse qui arrivait dans des cartons à part, et t'avais tes recueils chez Panini ou bien chez Semi Carabas, puis plus tard aussi chez Delcourt, et tu pouvais lire comme ça en 2 temps. Il y avait des séries que tu n'avais jamais dans les magazines et il y avait des séries que tu n'aurais pas autrement qu'en magazine. Comment tu faisais? Tu lisais un peu de tout et tu prenais le temps d'être patient. Voilà, t'étais patient, t'attendais ton mois pour avoir ta suite, comme on fait aujourd'hui pour les gens qui font du single VO. Et puis tu prenais surtout le temps de bien vérifier toutes tes sorties, si t'avais pas un manquant, s'il y avait pas quelque chose à lire à côté qui était rapporté à un événement. C'était assez drôle pour ça, c'est qu'il fallait fouiller, il fallait conseiller, et puis il fallait pas s'arrêter au format,
Parce qu'en effet, il y a des grandes sagas qui sortaient tout de suite en format album, qui retenaient, je pense aux quelques premiers albums de Swamp Thing chez Delcourt, qui étaient magnifiques, ou bien la Ligue des Gentlemen qui était sortie en album européen, grand format chez USA Comics, si je dis pas de bêtises. Donc c'était il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et derrière tout ça, tu te retrouves avec les Batman, les Superman et de temps en temps un Wonder Woman dans une revue chez Panini, ou après du Hellboy qu'on pouvait avoir un temps chez Semic, et puis après c'est parti chez Delcourt, et on se retrouvait comme ça à devoir jongler entre les éditeurs, et donc à conseiller, à regarder ce qui était encore disponible, les rachats de catalogue, vérifier ce qui était dispo ou pas, et puis dire aux gens c'est maintenant. En fait, un peu, si tu le rates maintenant, ça risque d'être compliqué de le revoir plus tard. Fais-toi plaisir là. Oui, parce que c'est l'un des défauts du kiosque en tant que tel, c'est que si tu loupais la fenêtre de sortie de tel numéro, c'était pas forcément évident de rattraper. Ça mettait très longtemps. Oui, parce que je sais pas comment si tu pouvais faire du réassort comme tu le fais pour de la librairie classique. Tu pouvais, mais t'étais pas toujours garanti d'avoir tout de suite tes singles, enfin tes magazines. Et puis le problème, c'est que c'est du ferme, quoi. Donc soit tu devais renvoyer sous couverture, soit tu devais détruire pour être remboursé, mais tu pouvais pas garder. Et ce que tu devais garder, c'est pour la trésor de ton magasin. Hein. C'est du stock bouffé, et tu peux pas 1 an, 2 ans plus tard te dire je vais toujours le vendre à full price. Voilà, non, c'est des choses sur lesquelles c'est compliqué économiquement, quoi. Ça, c'est aussi un point intéressant qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que ces kiosques-là, c'était c'était pas des livres en tant que tel. Donc après la loi Langue, je sais pas je sais plus de quelle année elle date. 81, mais elle donc elle était déjà en application, ça veut dire donc tu pouvais pas faire de retour sur ces magazines. Sur la presse, tu pouvais faire un retour sur couverture chez certains fournisseurs. Ouais. Et moi je me souviens quand je travaillais avec Macassar sur ce genre de produit, à l'époque c'était tout le lancement les sagas. Donc les sagas chez Urban, quand Urban est arrivé, ils avaient la ligne saga pour les kiosques, et ils avaient la ligne normale TP en librairie. Voilà, d'ici Renaissance en librairie. Les sagas, si on ne les vendait pas, c'est-à-dire, et des fois ils faisaient qu'une seule édition, mais de temps en temps il y avait une variante, il pouvait y avoir quelque chose un peu collector comme ça, et si tu ne les vendais pas, c'était pour ta trésor. Voilà, tout simplement. Il y avait pas de reprise, donc tu ajustais tes quantités, tu faisais beaucoup sur le numéro 1, bien entendu, comme toujours, hein, voilà. Et puis t'essayais d'attirer le lecteur comme ça, de faire venir le chaland. Et puis quand t'en avais plus, tu disais tout de suite j'en recommande. Et après t'ajustais sur ton tome 2, sachant que ton tome 2, l'effet de curiosité est passé. Tu descends beaucoup ta quantité toujours, hein. C'est triste, mais c'est l'attrition, et j'imagine que tu devais aussi gérer en fonction des lecteurs que tu avais en librairie, de dire eux c'est des fidèles, donc j'en commande, je sais qu'il y en a au moins 10 qui vont venir, il y a des gens, et je prends une marge pour les quelques curieux que ça peut intéresser. Mais vu que c'est effectivement, si c'est du ferme, tu pouvais pas non plus te permettre d'en commander 50 achats de nouveau pour le numéro 2 si c'est quelque chose que si tu ne vends pas, tu ne peux pas être remboursé. Exactement. Tu vois, le système de Panini actuellement avec leur gros TP mensuel, le kiosque Panini comme ça, ça c'est pas du ferme. Il y a que les collectors. Les collectors sont fermes. Qui sont en ferme. Ouais. Et nous, ça nous permet d'ajuster. On fait toutes les collectors sous prescription et sous subscription, pardon. Et le reste, c'est des abonnements de nos clients qui peuvent arrêter à tout moment. Alors je parle de système d'abonnement, c'est plutôt des push lists où en fait les clients disent moi sur une année je prends tout ça. Et donc je fais tous les Marvel en ce moment, tous les Marvel World. Voilà, je fais tout One World Under Doom. Donc vous me mettez les 2 tous les mois. Et par contre j'arrête les X-Men pendant 1 an parce que en ce moment X-Men je m'y retrouve plus. Et donc nous on décoche et tous les mois quand on reçoit on fait la réparte. Mais on fait à la confiance. D'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit au dernier moment, je prends plus mes collectors, je l'ai dans l'os. Mais au moins il a cette facilité de les trouver chez nous. Et faire confiance à quelqu'un, c'est très payant. Ouais. Mais le truc, c'est que les mensuels souples, eux, peuvent être renvoyés si jamais tu les vends pas. Ça permet une variable d'ajustement. Voilà. Donc ça, c'est la grande différence par rapport au kiosque Exactement. que tu avais avant. Et donc,
vu que t'as fait quand même pas mal d'années en GSS par rapport à la librairie, qu'est-ce que tu dirais des différences fondamentales en fait du travail entre une grande surface spécialisée? Il faut se dire que dans une grande dans une GSS, dans une grande surface spécialisée culturelle, la personne qui va être au-dessus de toi va pas forcément connaître ton produit. Et les personnes qui seront les décideurs ou qui seront les financiers seront à convaincre, comme tes lecteurs seront à convaincre. Et si tu leur fais comprendre que t'es passionné, l'univers que tu veux mettre en avant est passionnant, la confiance peut s'installer. J'ai eu de la chance d'avoir des interlocuteurs intelligents qui ont compris la place de la BD et du comics au sein des rayons, mais il est certain que le travail est toujours à faire. Tout comme chez un spécialiste, le comics, on a bien vu que les rayons d'à peu près toutes les librairies de bande dessinée, on va dire, spécialisées bande dessinée qui font comics, BD, manga. Mais généralisent dans leur spécialisation. Les rayons comics sont réduits. Ça m'attriste. Il se trouve que nous, on a fait un choix inverse, on l'a agrandi, mais on l'a fait différemment. On l'a fait en faisant des ponts avec justement la BD européenne, et on l'a fait parce qu'on a réussi à convaincre notre direction, qui n'a pas forcément toujours une appétence, qui aime la BD au sens large et qui ne fait pas de distinction. Et on s'est dit que le lectorat, il est pareil. Il fera pas toujours la différence entre un Isos on the Lake et un Il faut flinguer Ramirez et un titre du label 619 comme Shangri-La ou bien plus récemment Silent Jenny de Mathieu Bablet. Et en fait, eux, ils veulent une bonne BD. Donc, on va aussi leur faire lire des bonnes BD américaines. On va juste pas leur dire que c'est des comics et on va leur faire découvrir. Et puis, un jour, ils vont se dire, ah ouais, j'aime bien cet auteur, en fait. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ben voilà. Il fait ça aussi. Donc pour bien travailler en GSS, en fait, le plus important, c'est d'avoir juste ton supérieur qui capte ce que tu veux faire et qui te laisse faire surtout ce que tu veux faire. Il faut avoir une relation de confiance avec ton supérieur et il faut lui faire comprendre que ce que tu fais, c'est pas anodin. Par contre, il faut aussi que quand ça ne marche plus ou quand il y a des politiques nationales de réduire la voilure sur certains ouvrages, eh ben il faut lui expliquer comment tu peux suivre aussi ces recommandations-là, mais comment tu vas à côté accompagner le lecteur différemment. Il faut être réactif. Mais de toute façon, tout travail de commerçant et tout travail de gestionnaire de rayon, c'est un travail de réaction et de proaction. Il faut choisir sur quel axe on veut se baser. Et il faut être proactif sur la défense de l'univers comics, mais il faut être réactif aussi sur les tendances du marché. Si au moment où Walking Dead a explosé, on n'avait gardé qu'une seule série de Walking Dead en rayon, on aurait raté énormément de ventes. Proposer les Walking Dead par 3, par 4, ça assurait des ventes tous les jours, d'avoir au moins tous les tomes tous les jours. Donc ça rassure les gens. Il faut être rassurant dans le comics. Il faut être rassurant avec tout le monde. Oui, c'est, parfois c'est un terme qui m'énerve un peu parce que je trouve que le besoin d'être rassuré, c'est un peu une façon détournée d'infantiliser aussi une partie du lectorat et la fameuse bienveillance infantilisante. Ouais, c'est ça. Non, mais sur ce côté rassuré, mais alors qu'on parle quand même que de bande dessinée, mais j'entends aussi effectivement qu'il y a des craintes d'une partie du lectorat parfois de se lancer dans certaines choses ou d'avoir peur de découvrir, et que c'est là que le libraire doit aussi assurer son rôle, mais de conseil en fait, simplement ça, de prescription. Plutôt que de rassurer quelqu'un, c'est juste un bon conseil, mais il faut aussi que j'imagine que la confiance s'installe pour que le conseil soit rassurant en fait. Et puis ça s'installe très lentement et ça se détruit très vite. Ouais. Clairement, et pas forcément de la faute du libraire aussi parfois. Des fois, il y a un raté. Des fois, tout simplement, on a conseillé quelque chose auquel on croyait, et puis il y a une erreur de casting dans le livre qu'on a choisi pour notre lecteur. Une fois, 2 fois, ça peut passer. Et la troisième, ouais, c'est. Mais quand t'es arrivé en GSS, tu disais que donc avec le paysage que était le comics tel qu'il était à cette époque-là, comment toi, c'était quoi tes initiatives en fait pour pouvoir le mettre en avant avec l'offre que tu avais? Déjà, ça a été de simplifier. Moi, j'estime que le grand public, quand il passe la porte d'une librairie, que ça soit une GSS ou une librairie spécialisée, déjà il fait une démarche, c'est d'aller rencontrer de la culture. Donc, ce premier pas, il lui coûte beaucoup. Parce que il faut accepter de ne pas connaître.
et il faut accepter d'aller se renseigner. Donc faire l'effort intellectuel de se renseigner sur quelque chose, on le voit encore aujourd'hui, c'est un acte assez militant. Et je pense que c'est important pour nous de s'adapter et de donner des solutions quasi clés en main. Donc, comment on fait? On choisit un classement, on va dire lecteur friendly. On va pas se surspécialiser, on va apporter la spécialisation dans le conseil, mais on va permettre à quelqu'un qui veut déjà voir un tour du rayon, si on dit les Spider-Man, on va mettre, par auteur. Alors on va mettre le run de Slot ici, on va mettre les années Romita par là, on va mettre les Steve Ditko Stanley ici, dans le patrimonial et tout. Ok, très bien, mais quand il va chercher, il va en voir de partout, il va se dire c'est quoi, pourquoi c'est séparé. Donc non, on a rapproché. Je comprends que certaines librairies soient classées avec un fonds patrimonial, avec les collections, avec tout ça, mais je pense, en tout cas pour ma façon de conseiller, qu'il est compliqué d'assurer un conseil quand quelqu'un vient te dire je veux lire du Hulk et que tu doives tendre les mains sur 4 étagères différentes, plus aller dans l'arrière-boutique chercher un truc un peu plus loin, éloigné, parce que c'est dans les grands formats, c'est dans les graphiques, novel ou quoi que ce soit, c'est dommage. C'est dommage. Et ça dessert un peu parce que tu apportes de la complexité dans un geste qui devrait être très simple. Donc, moi, ma première rationalisation, mais c'est évident, c'est de me mettre à la place d'un lecteur qui connaît pas le sujet. Et je me dis, comment je voudrais, parce que j'aime pas toujours parler aux vendeurs, on a toujours peur de se faire agresser, et puis il y a des gens qui ont l'impression qu'on est là pour les entuber aussi, c'est le cas malheureusement. C'est pas notre métier, mais notre métier c'est de leur faire kiffer la vie et kiffer des super bouquins. Et l'idée pour ces gens-là, c'est de leur en vendre le plus. Non, donc ils vont pas tout de suite nous adresser la parole, mais il faut que d'un coup d'œil, ils arrivent à se repérer un peu. Et c'est très marrant parce que samedi, j'ai eu cette discussion-là avec un lecteur qui m'a dit sur votre signalétique, vous avez mis tout comics indé d'un côté et puis vous avez mis Marvel, DC, ça. Mais c'est quoi un comics indé? Et donc on est reparti sur l'histoire. C'est quoi la syndication? C'est quoi les grandes maisons d'édition, Timely, Atlas, National, tout ça. Et on a passé 2 minutes comme ça à parler avec ce lecteur. Et c'était enrichissant. Et à la fin, il a dit, c'est cool parce que 1, j'ai compris. 2, maintenant, je sais ce que je veux lire. Et 3, je reviendrai. Donc, faire un peu de pédagogie. 2-3 phrases. Voilà. Sans être pompeux. Sans avoir le nez en l'air en disant je sais mieux ou quoi que ce soit. Oui, on sait, mais le lecteur, il est là, il attend un spécialiste, en fait. Donc, bien sûr qu'il sait qu'on sait. Et à partir de là, on prend la main. Pas comme on prend la main à un enfant, bien entendu, mais on va guider la lecture selon les goûts et puis on va écouter ce que la personne elle veut. Et donc c'est ça les axes en fait. Mais c'est les axes, je pense, de tout libraire. C'est des axes très simples. C'est se mettre à la place du lecteur, accompagner et laisser aussi une place à la liberté et à l'évasion du lecteur. Voilà. À partir de là, il y a 90% du boulot qui est fait. C'est-à-dire que dans la discussion aussi, tu essayes d'équilibrer aussi entre ce que cherche la personne et ce que toi tu as pu penser de l'œuvre sur laquelle il se dirige ou que tu voudrais lui conseiller. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il te demande qu'est-ce que vous en pensez, tu diras ça j'ai bien aimé ou ça je trouve ça pas incroyable et je peux vous proposer autre chose. Mais si il veut absolument lire Batman Death Metal, tu vas pas que j'aime bien. Désolé, moi c'est un exemple que je prends, mais c'est tellement décrié, c'est sur une blague en plus. Oui, non, mais ça peut être n'importe quoi, parce que j'estime que ça peut être aussi la porte d'entrée de quelqu'un qui va trop kiffer, qui va se mettre à lire plus de comics. Donc en tant que tel, il y a pas de souci. J'ai un de mes meilleurs lecteurs aujourd'hui, c'est ça. Lui, il a commencé sur Batman Death Metal parce qu'il est fan de musique metal. Il a vu ce titre-là, il s'est lancé dedans et je lui ai dit t'es sûr pour commencer? T'as pas forcément tout le background. Oui, parce que le problème, c'est pas forcément que la qualité, c'est que c'est quand même extrêmement complexe et riche. C'est complexe, c'est riche, c'est un peu confus, faut dire la vérité, mais ça peut être fun si on se dit, allez, on lâche tout, on y va comme un grand 8 un peu débile. Et c'est pour ça que je l'aime bien, en fait, Batman Death Metal. C'est ce grand 8 un peu débile, avec beaucoup de looping pour pas grand chose, mais une fois qu'on t'a retourné 14 fois la tête à l'envers, t'es content. Voilà, chose que je fais pas sur les grands 8, en plus que je déteste ça. Mais métaphoriquement parlant, pour moi, ça marche bien. C'est un grand 8. Et j'ai un lecteur qui est venu comme ça. Et puis, on s'est mis à papoter. Et on s'est mis à papoter sur l'art graphique de Capullo, sur les quelques
singles de Capullo à l'intérieur parce que voilà, il y en a pas beaucoup quand même malgré tout, c'est ça qui est dommage. Et je lui ai dit, mais tu sais, Capullo, sa grande période pour moi, c'est Spawn. Et puis on s'est mis à parler d'horreur, et je me suis rendu compte que ce lecteur, en fait, il adorait les choses qui grattaient un peu, qui étaient un petit peu dans l'horreur viscérale et psychologique. Et en fait, on a commencé la relation comme ça. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte énormément pour le rayon et pour la librairie. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai des échanges vraiment intéressants sur ses lectures, qui nous fait toujours un retour. Et ça, c'est sympa. Tant et si bien qu'à force d'avoir ces retours-là, on a créé un club de lecture comics. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'exprimer ce qu'ils font et ce qu'ils aiment lire et qui veulent le partager. Faut pas être asocial pour faire ça. Non, et moi, ça m'intrigue toujours parce qu'il y en a quelques-uns. Il y a je vois qu'il y en a qui existent dans le comics, que ce soit à Paris, à Grenoble, du coup, à Lyon. Enfin, je suis bien que ça se met en place et que ça vit. Mais c'est vrai que je me pose toujours la question, effectivement, de qui sont ces lecteurs. Qui sont ces lecteurs mais même le principe du club de lecture, mais après c'est parce que moi j'ai un peu une fibre sociale bizarre, quoi, donc ça me fait un peu bizarre. Moi, alors que pourtant j'ai l'habitude de m'exprimer en public ou avec des gens que je connais pas, mais c'est vrai que la démarche est assez intéressante en fait, parce que j'imagine que c'est confronter ces appréciations avec celles d'autres personnes. Et moi je l'ai construit ce club avec une idée très simple qui était de partager des points de vue différents, mais aussi d'avoir des générations différentes. Le club, il va de 7 à 77 ans. Non, il va de 17 plutôt à 57 ans. Ce qui est déjà bien. Hein. Avec un tiers, j'ai pas réussi à avoir une parité totale, mais j'ai réussi à... T'as des lectrices quand même aussi. J'ai un tiers de lectrices. Sur 15 personnes, j'ai 5 femmes. Donc ça, je suis ravi et très heureux, même 6, si je dis pas d'ânerie. Donc tu vois, on est même à plus d'un tiers, quasiment. On a derrière quand même un champ d'application de lecture où, du moment où ça a été publié sur le sol états-unien ou nord-américain, dans la langue anglaise d'abord, et que c'est traduit dans une version compilée française, on peut lire. On fait pas de single, on fait pas de lecture de séries ongoing non compilées. C'est-à-dire, on va lire un TP, on peut lire le premier TP de Wonder Woman de Tom King, par exemple, tout comme on peut lire un titre de chez 404 Graphics, et puis derrière un titre de chez Delcourt, dont on attend la suite, un diptyque, genre Les Affamés du Crépuscule, tu vois. On l'attend, ouais. Qu'on attend, voilà. J'ai encore eu des questions là. Non, mais en plus, non, Thierry disait que ça arriverait, mais c'est dépendant des retards du titre VO. Exactement. De toute façon, Chris Welgus s'est exprimé sur Reddit là-dessus, on le sait, hein, donc on attend. Il y a plus qu'à nous, on le sait, mais tout le monde le sait. Le grand public ne le sait pas forcément. Donc c'est pour ça, c'est aussi notre travail d'expliquer aussi. Moi, j'ai des lecteurs qui m'ont demandé cette semaine, il est où? Parce qu'il était annoncé au 28 janvier et j'ai dit, attention. En fait, il y a eu des changements et il n'y a pas eu de changement de date encore. Thierry Mornay a certainement tablé sur une sortie et puis au final non, et on peut pas toujours payer pour changer la date immédiatement sur les réseaux, donc c'est compliqué, mais voilà, l'idée c'est d'avoir un lectorat et un panel de lecteurs et de lectrices qui soit un peu le reflet de la société, qu'on ait de la diversité, qu'on ait des âges, qu'on ait des catégories socio-professionnelles différentes, et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était de créer une entité. Et je l'ai déjà dit et je le redis, ces gens depuis se sont déjà retrouvés dans des événements sans moi. Et je trouve ça génial. Et je le dis sans amertume, ça veut dire qu'en fait, on a réussi avec cette équipe-là à créer une ambiance, à créer un collectif de gens qui soutiennent, qui ont une amitié naissante. Et c'est super beau, en fait. Le comic, ça rapproche les gens. La BD, ça rapproche les gens. Le manga, ça rapproche les gens. Faut pas faire les gatekeepers, faut pas faire les gardiens du temple. On est là, nous, on est des passeurs, on est rien. Notre métier, il est essentiel pour faire découvrir les œuvres des artistes aux lecteurs. Mais on n'est qu'un maillon de la chaîne. L'important, c'est le kiff du lecteur. Agreed. Voilà. Amen. Et je vais faire du gospel pour chanter avec ça. Pour revenir un peu sur ton évolution de carrière, la transition entre la GSS et la librairie spécialisée, elle s'est faite comment alors? Parce que tu disais que
fallait grinder, que le milieu c'était compliqué, que c'était souvent bouché et que donc c'était un peu de l'endurance de réussir à aller dans la librairie spécialisée, que j'ai l'impression que tu apparentes un peu au saint graal de la profession. Alors j'adore l'aspect la librairie spécialisée. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait ça te demande d'être très pointu sur un sujet. Le généraliste, ça demande d'être très bon sur beaucoup de sujets, pas sur tous, mais sur beaucoup de sujets. L'aspect, ça va te demander de petit à petit devenir une espèce de caricature du savoir. Tu vas avoir des gens en face de toi qui soit sont des passionnés et vont pouvoir échanger à ton niveau, soit vont attendre de toi une aide et une connaissance quasi irréprochable. Alors bien sûr c'est pas possible, mais l'idée c'est quand même de te challenge, d'être de mieux en mieux et de plus spécifique à plus spécifique pour toujours trouver la bonne réponse. Après, ouais, la librairie généraliste, quand tu passes de GSS ou de GSC à l'ambiance d'une librairie de proximité spécialisée dans la bande dessinée, dans une ville moyenne de province, il faut reconnaître que moi je venais en plus, mon poste précédent il était dans une campagne périurbaine à Mont-Soleil-Mines dans le 71 en Saône-et-Loire, donc sur l'axe Paris-Lyon, il y a un truc qui s'appelle le Creusot TGV, donc c'est à 15 minutes de là en voiture, et donc en fait il y a que des espaces culturels ou des culturas qui s'ouvrent dans des coins comme ça, parce qu'il y a une appétence de culture et personne n'y va. Voilà, des libraires généralistes ou des libraires spécialisés existent, mais le contexte économique des années 2000, fin 2000 et début 2010 était très dur. Il y en a beaucoup qui ont fermé, et donc ces chaînes-là se sont mis en remplacement. Une fois ceci dit, pourquoi j'ai décidé de partir en spécialisé, c'est aussi parce que ces chaînes-là, elles répondent à des logiques économiques, à des envies de restructuration parfois, et que si on n'est pas derrière le projet, si on l'entend pas, on peut pas rester. Tout du moins, moi, je me voyais pas accueillir un projet de restructuration qui ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait le choix de chercher ailleurs. Et il se trouve que dans ce métier, il y a une relation qui est hyper importante, c'est la relation avec les commerciaux, qui sont là pour présenter les ouvrages qu'on va vendre plus tard. Et dans des discussions, certains commerciaux m'ont dit, nous, on a sur notre secteur une librairie qui cherche, c'est à Grenoble. Il y a une très bonne libraire qui s'en va, ils cherchent un très bon libraire pour remplacer. Et donc, j'ai rencontré un des patrons, puis un deuxième, puis un troisième, puis une responsable. Et puis, on a décidé d'un commun accord de travailler ensemble. Mais il faut montrer patte blanche, il faut aussi avoir des coups de foudre pour des gens. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour ma direction. J'ai eu un coup de foudre pour un homme qui, depuis, malheureusement, est décédé. Mais voilà, pour Crick, un des deux fondateurs de Momi, qui m'a subjugué par son analyse, tout ça, et qui m'a fait comprendre vraiment que je pouvais apporter quelque chose ici. Et j'en suis ravi. Donc ouais, c'est un peu le Saint Graal, ouais, quand on rencontre des gens comme ça qui te font vibrer dans un métier qui déjà te fait vibrer, et tu te rends compte que des personnes comme ça veulent t'élever. Donc c'est encore mieux. Et alors, quand t'es arrivé, tu me disais que ta proposition c'était de revitaliser les comics en 2019. Donc dans une année, pourtant où le comics était quand même en progression, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que c'était encore la période Infinity War Endgame, donc les super-héros avaient quand même le vent en poupe dans le grand public, même si ça s'est jamais traduit par des explosions de ventes. Il y avait quand même les ventes existaient en tant que telles. Walking Dead était toujours en cours de publication, c'était en train de se terminer, mais donc il y avait toujours la locomotive. Un an de publi. Ouais. La locomotive Walking Dead était toujours là. Donc faudra que je retrouve mes graphiques, mais voilà, c'était pas encore la période où ça tirait la gueule comme aujourd'hui. On avait eu pas mal de nouvelles maisons d'édition qui se lançaient et qui étaient encore que dans leurs premières années d'existence. Tout à fait. Comme Aquileos, Aquileos c'était ancien, mais Aquileos c'est vieux quand même.
Oui, mais sur une partie de leur catalogue, ils avaient repadgé certaines choses. Ils avaient fait des acquisitions chez Boom, ils avaient fait des lancements. Oui. Ils s'adressaient à un autre public, en fait. C'était ça qui était intéressant. Ils essayaient Doctor Who quelques années avant. Au final, ils sont revenus sur d'autres choses, les licences, tout ça. En effet, c'était pas chagrin, hein, le comics, du tout. Mais j'ai pas l'impression que ça le soit jamais, parce que même aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire et malgré certains phénomènes qu'on a pu voir sur la réduction. En fait, le truc c'est que et c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire cette série de podcasts, c'est que je me suis bien rendu compte en fait que le comics tire la gueule seulement s'il est pas défendu. Exactement. Mais le truc c'est que tous les libraires que moi j'ai le plaisir de rencontrer, en fait, bah oui, par définition, si je les rencontre, c'est que c'est des gens qui sont passionnés aussi, et donc qui défendent le comics sur leur lieu de travail, et donc forcément on n'a pas du tout le même ressenti que lorsqu'on est devant ces fameux tableaux ou graphiques GFK de l'année qui te disent effectivement que ou les témoignages de lecteurs qui disent que le rayon comics c'est réduit à peau de chagrin, mais parce que clairement dans la librairie ou dans le GSC qui fréquente, il y a pas visiblement pas de la bonne personne au rayon, ou que des fois beaucoup de choses, et ça on le sait sur JFK, hein, beaucoup de choses qui sont du comics ne le sont pas considérées. Oui, ça aussi, bien sûr. Donc ça joue sur les chiffres, hein. Je pense que si certaines séries avaient été réintégrées dans la sphère comics il y a quelques années, les chiffres du comics n'auraient pas fondu autant sur les tableaux statistiques des ventes, hein. Après il y a une réalité quand même, c'est que il y a une réalité d'érosion, voilà, et que les chiffres moyens des ventes d'albums de comics en général sont quand même 7%, hein. Voilà, non, mais même que les ventes unitaires en moyenne sont quand même très faibles par rapport à la BD franco-belge, et clairement le manga ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas les mêmes ordres de grandeur, ça a toujours été quelque chose qui est une niche en tant que telle, mais il faut pas non plus sous-évaluer la taille de cette niche. Oui, il faut pas non plus se faire plus petit que ce qu'on est, hein. Ce qui est très intéressant, c'est surtout qu'entre une GSS et un spécialisé, c'est pas les mêmes choses qui vont rentrer dans le rayon comics. Dans un spécialisé, tout ce qui est du comics peut y rentrer, selon ton classement, selon ton rangement. Dans une GSS, les 3/4 du temps, tu peux pas forcément toujours être derrière cette zone-là. Il faut aussi que t'aides ton collègue dans l'autre partie du magasin. T'as les mises en avant de romans à faire, les classements. Il faut que tu fasses les commandes de périscolaire, ranger la jeunesse. Et en fait, ça te laisse moins de temps dans ton rayon. Et te laissant moins de temps dans ton rayon, t'es obligé d'avoir un rayon qui est synthétiquement beaucoup plus visible. Mais moi, je me souviens en 2018, quand moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Fantagraphics, c'est arrivé chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un carton. Mais c'est un carton qui, je crois, se répercute pas sur les chiffres du comics de l'année, parce que pas considéré tel dans les classements. Alors en tant que tel, je crois que sa classification GFK c'était bien comics, parce que moi je le voyais dans les tableaux, mais par contre oui, en termes de rayonnage, il a jamais été rangé. Presque il était mis, même des fois il était mis sur les tables de littérature, parce que ça a été une volonté en fait éditoriale aussi de le présenter tel. Et parce que Monsieur Toussaint Louverture est quand même principalement connu pour sa littérature, plus que pour la bande dessinée. Exactement. Et donc je trouve ça très intéressant que éditorialement, quand t'es libraire de GSS, t'es obligé un petit peu de naviguer avec tout ça, avec toutes ces contraintes qui font que ta mise en avant, elle est synthétique par rapport à ce que tu peux réellement vendre. En spécialiste, en fait, t'as beaucoup plus de liberté pour créer ton rayon. T'as beaucoup plus, t'as pas forcément beaucoup plus de place, mais t'as beaucoup plus de travail, d'achalandage de tes rayons, de faire venir le lecteur dans ton rayon pour que toi, au niveau de ce que tu vas proposer, il y en ait pour tous les goûts. Et tu peux choisir de faire des focus sur certains auteurs, tu peux choisir de faire des focus plutôt par type de collection ou par maison d'édition, hein. Il y a des maisons d'édition qui ont des lignes très identifiées aujourd'hui. Et à côté de ça, tu peux avoir au contraire un libraire qui dit en fait tout ça c'est de la BD, et puis je vais classer tout dans le rayon BD par genre, ce qui est du fantastique, ce qui est de la science-fiction, et voilà. Les affamés du crépuscule, moi je vais pas tiquer si chez un confrère je vais pas voir dans son rayon comics et je vais le voir dans le rayon fantasy à côté des mondes d'Aquillon. C'est normal. Ou de l'Enfeust. Exactement, c'est pas, pour moi c'est pas du tout choquant. Mais c'est vrai que c'était d'ailleurs même un peu la volonté, je pense, de l'éditeur, quoi. Oui, et ça se comprend parce que c'est un super succès.
Et c'est un titre qui a été ultra défendu aussi par des libraires qui n'avaient quasiment pas de rayon comics. Et donc, c'est un coup réussi. Nice House on the Lake en est aussi une super. Enfin, moi j'ai des copains qui ont des librairies ailleurs qui m'ont dit, nous en fait, on l'a jamais identifié comics, on l'a mis dans le rayon polar, on l'a mis dans le rayon fantastique, et en fait, il marche comme ça et ça va très très bien. Et en fait, on fait les chiffres. On s'en fout un peu de la classification. Je dis oui, mais ils me disent oui, mais parce que toi, t'es un spécialisé comics. En fait, tu réfléchis en tant que spécialisé comics. Et c'est là où je suis obligé de mettre le braquet et de me dire, ah oui, en fait, là, c'est une problématique à moi. C'est pas une problématique du marché. Ouais. Non, mais qui pose aussi des questions sur le ressenti que tu peux avoir sur certains albums, puisque, on le sait aussi, c'est que des Nice House et d'autres titres urbains, en fait, ne sont pas non plus la règle. En fait, c'est pas parce qu'un titre est publié dans ces formats plutôt agrandis qui vont forcément marcher. François de Urban citait notamment Paper Girls, en fait, comme un contre-exemple parfait et qui a motivé aussi son choix de ne pas passer Deadly Class, dans ce format-là, ou même Fear Agent, parce que trop identifié quand même graphiquement, narrativement, comme de l'indé américain. Alors que justement d'autres titres peuvent un peu se fondre dans la masse et sortir de leur moule. De ton côté, comment t'as construit, parce que toi aussi l'avantage que t'as, c'est vrai que le problème des podcasts c'est que c'est jamais très visuel. La librairie est grande. Mais la librairie est grande. Elle est vraiment très très grande. Je l'avais déjà dit dans un front page en plus à ceux qui nous écoutent. Venez à Grenoble voir nos librairies, parce que en fait on parle d'une librairie, mais en vrai il y en a trois. Il y en a trois. C'est toute la même librairie, mais c'est 3 endroits. Et en tout et pour tout, on a quasiment 600 mètres carrés dédiés à la pop culture, aux livres, à la bande dessinée, aux comics, aux mangas, à la littérature jeunesse, à la romance aussi. Venez, visitez-nous. Voilà, parce que donc c'est impressionnant et forcément quand on a de la place, et je l'avais déjà dit aussi même aux copains du dojo à Nice, qui est aussi un truc qui est vraiment très très, très grand. Oui. Voilà, la place, mine de rien, là la taille ça compte en l'occurrence, ça permet de faire vraiment vraiment beaucoup de choses. Donc je dis quand toi t'arrives que on te dit tu vas voir cet espace. Mais en fait, je l'avais pas. Tu l'avais pas, d'accord. Je l'avais pas. C'est ça qui est marrant. Alors raconte-moi. 2019, il y a un projet de restructuration de Momie qui se met en place, qui était déjà dans les cartons, mais qui s'accélère. Le manga doit agrandir. Et le manga doit agrandir avec l'extension dans une boutique à côté à nouveau. Donc on resépare le manga qui avait été intégré quelques années avant que j'arrive moi. On le ressort ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on met là où il y avait le manga? La responsable de l'époque. Des Funko Pop. Non, la jeunesse. On met de la jeunesse et on se dit, on va créer Mommy Kids. Mommy Kids va être créé. Alors je dis mais ce n'est pas moi, mais la volonté a été de faire ça. Et l'ancienne cellule jeunesse, qui fait une cellule, on va dire, d'une 9-10 mètres carrés à peu près, devient le comics. Et il se trouve que l'explosion du passage en librairie des gens, le côté commerce essentiel des librairies, parce que tout ça se fait début 2020, juste avant le Covid et après le Covid, le reclassement qu'on décide de mettre en place, la renomenclature du comics, comment on le range, comment on le modernise, comment on le met à lecture aidée en fait et classement simplifié pour une partie des lecteurs, tout permet une augmentation des chiffres du comics et petit à petit on va réussir à grignoter un peu sur les rayons autour. Et puis on va aussi proposer d'autres choses parce qu'il y a aussi un événement qui va se passer dans la vie de Momie, parce que Momie Grenoble c'est en effet la maison mère, mais il y a aussi d'autres Momies en France. Et 2020-2021 c'est l'arrivée aussi de Album Comics qui nous rejoint, donc le toujours Faubourg Saint-Honoré, donc toute l'équipe parisienne qui vient. Et là on décide d'augmenter après un passage chez eux, je décide d'augmenter le Toys. Et de faire de l'articulé, de faire du NECA, de faire du Hasbro, et donc de partir vraiment sur un concept de cellule comic book shop à l'américaine, mais à Grenoble, avec dans la foulée la volonté d'intégrer de la VO et de petit à petit commencer à réfléchir à comment intégrer du single. Et donc toute cette place-là, on l'a pris par étapes, en ramenant des lecteurs et une fois qu'ils étaient, on va pas dire captifs, mais une fois qu'ils étaient intéressés et qu'ils maîtrisaient bien le sujet dans lequel ils étaient arrivés avec nos conseils, avec leurs envies de lecture, d'arriver gentiment à les faire glisser sur ce qu'on pouvait leur apporter en plus.
On a des gens qui ont commencé chez nous à lire que de la VF et qui aujourd'hui ne lisent quasiment plus que de la VO. Voilà. Qui collectionnent des figurines, qui décident même d'aller au manga collectionner de la carte du TCG. Voilà. Et en fait, vous avez créé des monstres. On a créé des geeks, des nerds, des nerds à 200%. Et c'est génial. Et c'est des gens qui nous ressemblent. Ils avaient une vie sociale avant, c'est genre. Ils avaient un compte en banque rempli. Ça, voilà, vous les avez ruinés. Voilà. Mais en fait, cette place-là, elle a été créée. Et elle a été créée aussi avec deux choses sur lesquelles moi je me compte très chanceux. C'est une acceptation des différentes responsables qui sont passés au-dessus de moi et qui ont accepté mes volontés. Une totale adéquation dans les discours avec ma direction qui m'a laissé faire. Même si des fois il a fallu temporiser, même si des fois il faut encore réfléchir. Et puis avec le reste d'une équipe qui aurait pu regarder le comics de loin, mais qui ont la grande force intellectuelle d'être curieux et donc de lire aussi du comics et d'aimer ça. Et donc de conseiller et de pas faire de distanciation entre les conseils de bande dessinée européenne, les conseils de bande dessinée jeunesse et les conseils de comics. On peut tout lire, on peut tout conseiller. Et donc cette surspécialisation qu'on peut avoir chacun sur un sujet du magasin et des magasins, en fait, se reflète pas dans notre rapport au lecteur, parce que dans notre rapport au lecteur, on peut aussi l'emmener sur d'autres rayons. Et ça, j'ai une grande chance, c'est que mes collègues le font aussi vers le comics. Et ça, c'est super. Ouais, parce que du coup, t'es pas juste le nerd de la librairie, enfin. Non, et j'ai des gens excellents qui travaillent aussi autour de moi et qui ont des séries dans les rayons comics qu'ils adorent et qui défendront bec et ongle jusqu'au bout. Et c'est sensationnel. Moi, je m'estime chanceux de ça. Ouais, parce que c'est pas forcément déjà juste le fait que ta direction te suive, en tout cas te laisse le temps de développer ton argumentaire pour ensuite te laisser avoir ses décisions, c'est peut-être pas donné à tout le monde non plus. Non, mais ça m'a pris le temps de comprendre une chose, c'est que tout seul on va vite, ensemble on va loin. Et ça m'a pris... Citation Facebook. Ouais, de 2026, ouais, clairement. Voilà, c'est une citation... mais ça marche, non, mais ça marche. C'est une citation un peu comme de boomer, exactement. Avec des roses et puis un message flouté, comme ça, une tête de petit chat dans un coin. C'est ça. Mais au moins, elle est pas faite par IA et c'est mieux, tout à fait. Mais globalement, en fait, moi, ça m'aura pris le temps de comprendre ça. J'ai longtemps travaillé un peu tout seul. Travailler en GSS, c'est pas forcément travailler dans des grosses équipes. Il faut être très polyvalent, il faut des fois former les gens très vite quand ils arrivent, parce qu'il y a une notion de rentabilité, donc on est toujours un peu la tête dans le guidon. Et en fait, ça m'a pris 2 ans maintenant pour comprendre que si les collègues ne souscrivent pas au projet qu'on veut faire, le projet il décolle pas. Et on a beau avoir des gens qui ont très envie, ben en fait, si on n'est pas moteur et si on n'arrive pas à leur faire comprendre, ben ils le feront pas. Et puis, ça peut être contre-productif. Et j'ai de la chance d'avoir des gens bien plus patients et plus intelligents qui travaillent avec moi, parce que je suis pas très patient, je suis pas très agréable toujours. Mais globalement, ils font cet effort d'essayer de comprendre ce que je veux et de le mettre en place. Et de le mettre en place avec moi. Et j'ai cette chance-là. Donc non, c'est vraiment, c'est pas une success story, mon métier. C'est au contraire, c'est beaucoup de ratage. Mais et beaucoup de ratage humain, ça j'en suis persuadé. Mais je pense que maintenant l'idée c'est aussi d'essayer de comprendre que je peux pas tout faire tout seul. Voilà. Comment tu le ranges alors ton rayon comics? Ah bah tu l'as vu et tu t'es déjà venu, mais tu le sais. Hein, donc non, mais pour moi oui, mais oui, voilà. Mais donc je vais l'expliquer. C'est pas pour moi, je te pose la question. Il y a les Big Two. Tu dis que là t'as pas fait alors par collection différente. Non, tu regroupes par personnage. Avant c'est par personnage. Chez les Big Two, on fait Marvel d'abord parce que même si les dos Marvel ces dernières années sont devenus de plus en plus sombres, il y a toujours la collection les 100% qui sont blancs. Avant ils étaient gris. Moi j'ai commencé les 100%, ils étaient souples, ils étaient toutes les couleurs. Il y avait une couleur par héros. C'était très bien, on identifiait bien. C'était vivant, ouais. C'était très vivant. Moi je les aime bien, même les Select, les Marvel Select, les anciens Select, les Big Monsters, les Monsters bleus, tout ça. Moi, j'ai connu tout ça. Et c'était très chatoyant. J'aimais. Mais il se trouve que Marvel, ils ont aussi la collection l'intégrale. Ils ont quelques collections comme ça. Ils ont du blanc, ils ont du noir. Donc, Marvel est en entrée.
Et puis aussi parce que dans la tête des gens, du comics, c'est Marvel. Les films sont là pour ça. Disney Plus est là pour ça. C'est prédominant. C'est prédominant. DC est juste après. DC aussi est classé par super-héros. Et on fait pas de distinction entre DC et Vertigo. Il y a une volonté. J'entends des hurlements au loin. Ouais, il y a une volonté. C'est en fait, pour moi, au bout d'un moment, quelqu'un qui peut lire les Batman de on va dire tout ce qui est cataclysme, tout ça, et ben il a aussi peut-être le droit de savoir que ces auteurs-là, ils ont aussi fait fable, et c'est important. C'est important de voir l'évolution d'un auteur, et c'est important dans le conseil de dire ah bah t'aimes ça, bah il y a ça, et c'est vraiment toujours cette espèce de travail émotionnel, de faire connecter des gens avec des œuvres, avec des auteurs. Et donc pour moi, les Black Label sont pas à part. Tout est classé par ordre alphabétique et n'est même pas classé au sein d'un super-héros en continuité ou en run. J'estime que tout comics peut être le premier comics de quelqu'un. Ouais, ça j'y souscris totalement. Hein. C'est forcément t'en as qui sont peut-être plus faciles d'accès que d'autres. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour moi la question par où commencer, c'est une mauvaise question en fait. C'est la vraie question, c'est pourquoi commencer. Et il faut trouver juste l'album qui va répondre à ce. Bah voilà pourquoi. Voilà pourquoi c'est avec ce genre de récit que tu vas te mettre à lire des comics. Exactement. Et donc en face, on a mis tous les indés et le travail de licence. On s'est permis juste de sortir de Marvel toute la partie Star Wars pour une raison évidente. Star Wars, il y a tout le back catalogue Dark Horse, il y a le très ancien catalogue Marvel et il y a le catalogue actuel Marvel. Et en fait, les gens n'ont pas forcément besoin d'identifier Marvel et Star Wars ensemble. Star Wars, c'est une marque. Oui. Donc c'est à part. Et nous, on travaille comme ça. Mais on va aussi travailler Daniel Clowes, il est dans le rayon indé. Tous les titres fantagraphiques sont dans le rayon indé. Il y a très peu de titres. Les titres publiés principalement aux États-Unis ou au Canada, chez Drone & Quarterly. Tout le côté graphic novel, en fait. Exactement. Certains vont être... nous, on a un classement thématique dans le magasin. Donc certains vont coller au rayon le plus proche. Dux, Environnement toxique, de Kate Beaton. Ouais. Excellent titre, moi que j'ai adoré, que j'ai lu et relu depuis. Il est chez nous dans les questions sociales et le féminisme. Ouais. Parce que c'est hyper important sur la violence sexuelle, sur la violence faite aux femmes. Il faut que ce titre-là, il soit pas cantonné que dans le rayon indépendant, américain, anglo-saxon, canadien, là, le cas échéant. Donc voilà, donc il est là-bas. Mais par contre, moi, ce que j'aime, c'est les monstres, est aux deux endroits. Les titres de Charles Burns sont dans le rayon indé, mais on peut avoir des titres qui lui répondent dans les autres rayons du magasin. Et ça va être comme ça va être beaucoup réfléchi ainsi. Donc t'as la liberté d'avoir un double rayonnage. J'ai la liberté d'avoir des doubles implantations, j'ai la liberté de travailler dans une grande librairie. C'est ça, la liberté, l'espace, hein, on revient à cette question-là, mais c'est ça, c'est que tu peux te permettre. Je suis chanceux. Voilà, mais si tu devais choisir, par exemple, Black Hole de Burns, si t'avais qu'un seul endroit à le mettre, on dit, bah, soit tu le mets au rayon fantastique, soit tu le mets au rayon indé comics, tu le mets où? Ah, je le mets au rayon indé comics. Tu le mets au rayon indé comics. Et je vais voler le roi des mouches de Mezzo et Pyrrhus pour le coller à côté, et je vais embêter mes collègues de la BD franco-belge. Mais c'est tellement des lectorats en fait et des passerelles qu'on peut faire avec les lecteurs, et c'est ça qui est génial en fait. En ce moment, le travail de Elisabeth Olville chez Glénat et chez d'autres maisons d'édition indépendantes, je crois qu'elle était chez même pas mal ou chez Matière, je sais plus. Mais ceci dit, Les Contes de la Mansarde, qui est autant du Charles Burns que du travail sur la bande dessinée à la EC Comics. Pour moi, c'est sympa d'en avoir pas loin du rayon comics pour dire aux gens, la nouvelle garde, elle est là aussi, et ces lecteurs d'hier, qui sont les auteuristes d'aujourd'hui, sont en capacité de vous apporter des choses que vous aimez déjà, des choses confirmées, et vous pouvez lire les nouveaux. Et c'est super. Là, en ce moment, moi, je me suis régalé avec le Tell No Tales
de Batchy et Vince qui reprend. Ah oui, je l'ai pris, je l'ai encore lu. Qui c'est reprend les codes de ça. Ah ouais. Et c'est deux auteurs que j'apprécie. J'aime leur travail graphique, j'aime leur façon de compter. Et Alors, quand il dit leur façon de compter, c'est de raconter des histoires. De raconter des histoires. Parce qu'ils comptent comme tout le monde. Oui. Voilà, sur les doigts. Sur les doigts. Non, j'aime leur façon de raconter des histoires. Et en fait, je trouve ça intéressant de le mettre dans le rayon comics aussi. De dire voilà, il y a de l'hommage en ce moment, il y a des choses qui reviennent. L'horreur revient à fond en ce moment. Donc c'est vrai que si on ne mettait que les titres d'horreur qui font un peu occidentaux lecture dans les rayons fantasy, fantastique, imaginaire, bah on perdrait beaucoup d'intérêt pour une partie du lectorat. Ouais, ou alors ça fait des occasions manquées. Plutôt que de les perdre, c'est que tu ne les crées pas. Voilà, exactement. Donc non, l'idée c'est on a cette chance-là. En fait, à Momie, on a la chance d'avoir beaucoup de place et on a de la chance aussi d'avoir des lecteurs qui répondent à nos envies. C'est-à-dire, on a envie de leur partager quelque chose et bah ils vont être curieux et ils vont nous écouter, leur présenter un titre. Et ça, c'est super. C'est ça aussi cette grande chance qu'on a dans le partenariat avec nos lecteurs. C'est que l'endoctrinement fonctionne bien. C'est ça, moi j'ai des lecteurs qui m'appellent soit leur dealer, soit leur gourou, alors c'est compliqué. On est dans le même registre lexical. Et est-ce que tu as un peu à ajuster un petit peu aussi même cette façon de ranger avec les formats qui sont développés, notamment le poche. Est-ce qu'il y a un rayon avec que les poches qui sont, ou une PLV avec que les poches qui sont mis alors j'ai côté, la super PLV Urban qui est très cool. J'espère qu'un jour Panini en fera une aussi bien. Non, pour l'instant il profite de celle d'Urban. Donc. Ça rentre pas, il y a 5 mm, ils sont trop grands. Oui, c'est vrai. Ils sont pas exactement la même taille. On a toujours la PLV en carton pour les poches Panini quand il y a les OP, quand on fait les mises en avant. Donc nous on l'a gardé, on l'utilise pour ça. Mais il est certain que oui, le poche est un peu à part. Et puis les mises en avant, les grosses nouveautés de poche, les sorties, on les met en avant sur les tables comics. Et après, le fond est dans le tourniquet. Mais on fait la mise en avant comme une vraie nouveauté. C'est pas parce que c'est une réédition à petit prix que ça doit pas être remis en avant et reconsidéré. Le Far Sector de N.K. Jemisin et Jamal Campbell, c'est sensationnel et il y a des gens qui ne peuvent pas se le payer au full price en Black Label. Et il faut le prendre sous ce format-là. Oui, vous aurez pas les couleurs ultra éclatantes et tout ça, mais vous allez passer un excellent moment de lecture. Avec un récit, avec un personnage qui est enfin, moi que j'adore, hein, ce genre, c'est vraiment un perso que j'ai appris à aimer. Et globalement, voilà, je trouve que il faut que tout le monde puisse retrouver tout. Donc, les nouveautés poches sont sur les tables, les mises en avant, les singles, le mensuel, la table est composée et les facings de présentation de nouveautés, donc les présentoirs de nouveautés, là on voit les BD avec les couvertures bien étalées, sont présentés pour proposer des lignes éditoriales variées, complètes. On a un énorme facing, on a un énorme facing qui va faire tout l'indépendant et une table pour tout le super-héroïque. Plus un magnifique facing avec les coups de cœur permanents, les mises en avant. Là, en ce moment, on a toute la rétrospective sur le travail de James Tynion et Michael Walsh parce qu'il y a la nouveauté et qu'on a été contacté par Urban pour les recevoir. Donc, on a fait une remise en avant de tous les titres, que ça soit chez Hugin et Munin pour Michael Walsh ou même il y a un titre chez les Humanoïdes Associés, un titre jeunesse qu'il avait fait par le passé. On a remis tout ça. Voilà. Et puis, tous les titres de James Tynion parce que, bien entendu... Parce qu'il y en a 12 000. Il y en a énormément. Mais ils sont tous très bien, donc on est ravis, quoi. D'accord. Et comment tu perçois un petit peu, juste je reste sur le poche, mais est-ce que tu as senti vraiment que ça permettait de capter des nouveaux lecteurs ou que ça mettait plus des comics dans les mains de gens qui étaient déjà là, mais qui, compte tenu de toutes les conditions que l'on connaît sur l'inflation, les salaires qui augmentent, tout ça, ne pouvaient pas s'acheter des comics, tous les comics? Les deux. J'ai les deux. Et j'ai même des gens qui n'ont pas de problème de salaire, mais qui n'avaient pas l'occasion et n'avaient pas l'envie de se taper un gros bouquin. Lire un omnibus de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, très peu pour eux. Hein, c'est sur le canapé, le dimanche après-midi, ils se voyaient pas être cloués sous un livre de 5 kilos. Donc, non, ils achètent les poches.
Et à l'inverse, il y a aussi des étudiants qui se disent c'est mon seul moyen de me payer des comics ou de redécouvrir des titres que je pouvais pas me payer ou que je peux découvrir comme ça à petit prix. Et la sélection, elle est assez hétéroclite, je trouve, dans les deux collections. Hein. Urban Nomad, il y a vraiment des très très bons titres et il y a autant du super héroïque que des lignes Vertigo ou maintenant des indés. Et de l'autre côté, on a la même chose sur les titres les titres de chez Panini avec The Boys. Enfin, franchement, en ce moment, t'as The Boys et qui casse aussi. Et qui casse, qui est, enfin, je pense que The Boys, tu te rends compte, pour moins de 70 €, t'as l'intégralité de The Boys dans les mains, quoi. Enfin, c'est génial. C'est génial. C'était pas possible en omnibus. C'était pas possible en dans les deluxe TPB, ou en TP, les select. Ouais. C'était pas possible de les avoir sous ces prix-là. Et aujourd'hui, The Boys, avec la série, avec tout ça, ça touche un autre public. Donc c'est très bien. Je regrette le temps du soft cover 144, 164 pages à 15 €. Je regrette ce temps. Il n'existe plus. J'en ai fait en partie mon deuil. J'espère que peut-être un jour on y reviendra. Les TPB reviennent avec les paperbacks, voilà, mais qui ont suivi quand même l'inflation et qui donc sont qui sont tellement plus gros. On est plus proche des soft compendium. Ouais. Pour les plus épais effectivement, mais t'en as quand même les plus fins comme le Red Tornado. Enfin ce truc-là. Ou la chute de Camelot. La chute de Camelot, qui sont plus dans cette rente, mais qui sont quand même à plus 17, 18, exactement. 17 €. Mais c'est normal, l'inflation est passée par là, le prix du papier est passé par là. Le vrai TPB que tu décris à 15 €, je pense que de toute façon c'est foutu pour c'est fini pour nous. Voilà, c'est fini pour nous. On vendra toujours les BD les plus chers du magasin. Les comics sont les BD les plus chers du magasin. Oui, bon après si ça suit le marché. T'as des albums de BD qui sont vendus au même prix et qui sont enfin voilà, après moi je déteste faire ça, mais il y a des comparaisons parfois de nombre de pages par rapport au prix vendu qui font que les comics sont pas nécessairement les plus chers, les BD les plus chers du BD les plus chers du rayon. Et justement, mais comment est-ce que tu vois un petit peu aujourd'hui la situation par rapport à ton rayonnage un peu, qu'est-ce qui sont les points forts et les points faibles des comics aujourd'hui? Arrêtez d'avoir que des tranches noires, s'il vous plaît. Des dos noirs en plus. Les dos noirs sont c'est fatigant pour les yeux. Ça plombe l'ambiance d'une librairie, je trouve. C'est très joli quand un influenceur fait ses vidéos comics. Il a son beau mur Urban derrière lui ou son beau mur Panini. Ou Delcourt. Même si Delcourt, sur certaines collections, Hellboy, tout ça, ils ont fait des dos décorés, Spawn, ils ont fait des dos décorés. Alors qu'avant, en effet, c'était très sobre. Mais le noir sur les comics, c'est ce qui me... Je suis tellement content de tout le blanc qui arrive là en ce moment chez Urban et les dos de couleurs sur l'univers Absolute aussi, et les paperbacks qui sont aussi colorés. Mais en fait non, moi le seule chose qui m'ennuie, c'est la multiplicité des rééditions dans des formats concurrents. Quand une série peut être dispo le premier TP ou le premier arc dans un must-have, le retrouver plus tard aussi dans un deluxe, où le deluxe n'existe plus, mais justement parce qu'on arrive maintenant à l'omnibus, mais derrière on va quand même le proposer des fois dans une opération soit à petit prix, alors ça existe plus en ce moment, mais on va le proposer sinon aussi dans un poche. En fait, la multiplicité des titres sur la même histoire et la multiplicité des collections, je trouve que ça c'est pas friendly pour le libraire, mais c'est le marché, c'est les volontés éditoriales, c'est les alignements éditoriaux, on fait avec. Moi, c'est la seule chose qui m'ennuie. Et puis aussi les comics, c'est des choses qui sont pas toujours réimprimées. Voilà, parce que ça coûte cher une réimpression, et puis faut les stocker et il faut payer des loyers sur les réimpressions. Donc nous, en tant que libraire, ça on le comprend parfaitement. Donc je comprends que des choses ne soient pas rééditées, mais il faudrait que les temps de réimpression soient réduits, ou alors qu'il y ait une capacité peut-être que Panini retrouve le format select passé pour les parties Marvel qui ne seront peut-être jamais rééditées en omnibus ou jamais rééditées en deluxe, et peut-être nous sortir ça ou en poche, voilà. En poche. Et sur l'indé,
Sur l'indé, moi, ce qui me terrifie en ce moment, c'est la multiplication des formats. Et que certains éditeurs qui passent sur des collections ne conservent pas le format d'une maison d'édition quand une autre maison d'édition publie le reste du catalogue dans le format. J'ai le souvenir de Glénat sur Blasphemous de chez Distillery. Je leur ai envoyé un mail parce que quand j'ai appris le format, je leur ai dit j'aimerais vraiment que le format change pour retrouver le format carré Distillery qui est en ce moment en publication chez Delcourt. Moi, j'ai pas de pouvoir par rapport à ça. J'ai juste émis un avis. Ça n'a pas été respecté parce que c'est leur volonté et je le comprends parfaitement. Mais je trouve ça dommage en fait parce qu'il y a des gens qui aiment bien suivre des lignes éditoriales américaines pour certains lecteurs plus chevronnés. Et ne pas avoir respecté certains formats, certaines tailles de collection, je trouve ça triste. Alors qu'aujourd'hui, il y a des formats qui font consensus. Hein. Le format Urban, qui est pas un format Urban à la base, hein, qui est un format qui existait déjà avant. Hein. On l'appelle le format Urban aujourd'hui puisque c'est celui qu'on voit le plus. Mais Les Affamés du Crépuscule, c'est du format Urban. Est-ce qu'on a le droit de le dire peut-être? Oui, l'inspiration, elle est évidente de toute façon. Mais est-ce que ça serait pas le format Urban qui s'est inspiré du format Delcourt? Je ne sais pas. Oui. C'est quitte de la poule ou de l'œuf. Là, c'est oui. Et puis des historiens de la BD nous rappelleront que déjà à l'époque de Comics USA, il y avait déjà eu d'autres publications, mais tu le mentionnais avant. Tout à l'heure, on l'avait. Hein, la publication de la Ligue des Gentlemen en format franco-belge, voilà, ça existait déjà aussi. De toute façon, on est dans des industries avec des cycles aussi, totalement. Des choses qui se répètent, donc, voilà. des expérimentations comme les poches. En fait, c'est pas la première fois qu'il y a de l'expérimentation en poche. En fait, c'est juste que il y a plein de facteurs macroéconomiques et de courants culturels qui font que la librairie n'est qu'un recommencement. Voilà, qu'à un instant T. Et alors, pour ouvrir un petit peu, comment est-ce que tu vois un peu ton rayon évoluer? Qu'est-ce qui toi te dit voilà, c'est comme ça que je vais continuer de faire vivre mon rayon et de continuer de mettre des comics dans les mains du plus grand monde? Moi, il y a deux choses que j'aimerais faire: rajouter du patrimonial. Réinjecter du patrimonial. Là, on l'a vu avec le beau succès de Peanuts, les Sunday, les Sunday Strip, la collection Fantagraphics là que Dargo est en train de réimprimer, d'imprimer en français pour la première fois. C'est sensationnel. Je suis ravi de la façon dont ça a été fait. Je trouve ça magnifique. Parce qu'il y a eu des essais quand même, parce que Urban avait fait les premières années de Bob Kane et Bill Finger sur Batman. Exactement. Panini avait fait les comic strips de Amazing Spider-Man. Tout à fait. Futuropolis a fait les Popeye. Plus récemment, on a toujours, on a les Hagar du Nord, on a les Cassette Kids, hein, les Pim Pam Poum. Urban a un travail là-dessus depuis des années. Futuropolis avait ce travail-là il y a des années de ça aussi. Hein. Les strips. Puis il y a la collection Hachette Flash Gordon, complètement zinzin. Magnifique. Mais qu'on retrouvera jamais ailleurs que chez dans cette collection Hachette. Donc si vous l'avez loupé, c'est déjà trop tard, quoi. Donc voilà. Mais il se trouve que, en fait, moi, mon avenir, c'est peut-être de rajouter de l'histoire du comics. De rajouter de l'histoire du comics et de rappeler que la pop culture américaine, elle a été infusée dans la pop culture française depuis très longtemps et qu'il y a des choses, on parlait en préambule de tous mes démarrages et de ma première clientèle qui avait été biberonnée à Strange, remettre en avant, retrouver des Strange, reproposer ça en occasion, refaire découvrir des lecteurs, tu vois. C'est pour ça qu'il y a les cartons qui sont à côté. Et j'en ai, voilà. Ça, c'est un chantier qu'on va et qu'on est en train de développer avec un collègue. Remettre en avant ces choses-là. Remettre en avant aussi peut-être des passerelles de lecture et ouvrir de plus en plus le conseil à un lectorat qui est en capacité de lire ces titres-là. Ça peut se faire que en adéquation avec l'ensemble de l'équipe, parce que bien entendu, il faut bouger des meubles, faut faire une proposition éditoriale, mais ça c'est l'avenir proche en tout cas. L'avenir lointain, chercher les jeunes. C'est chercher les jeunes. Heureusement. Alors, après, les jeunes, ils ont un problème de lecture de façon générale de ce que le CNL nous raconte. Donc, voilà, c'est la première année d'ailleurs où on commence à avoir des annonces comme ça, parce que jusqu'à maintenant, le CNL disait la lecture chez les jeunes se porte assez bien, tout du moins elle plateau. Et là, c'est la première fois où on commence à avoir des baisses. C'est des grosses baisses, ça fait peur. Mais moi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui aujourd'hui écoute ce podcast
et se dit mais il y a quoi pour moi dans les comics? Bah viens voir, viens parler avec nous. Et puis en plus de ça, si t'as peur de parler avec nous, renseigne-toi, regarde quel comics peut te faire envie. Tes choix à toi, tes envies de lecture, elles sont légitimes. C'est pas à nous de t'arrêter, c'est à nous de te guider, de te conseiller, de t'aider. Mais aujourd'hui, si t'as 16-17 ans, que t'as écumé tous tes fonds de lecture manga, que t'attends ton prochain Chainsaw ou Man, ou que t'as envie de Dan Dadan, mais t'es frustré, t'as envie de lire quelque chose d'aussi graphiquement délirant, avec des messages, avec de l'action, bah viens passer la porte d'Absolute. Viens passer la porte d'Absolute Batman. Lis tout ça. Découvre différemment. Et fais-toi plaisir, tout simplement. Dis-toi que un bouquin, souvent, c'est un cycle, et que tu peux peut-être t'arrêter au bout d'un bouquin si t'as envie. C'est pas grave. T'as le droit de pas aimer aussi. Et ça, c'est important. T'as le droit de dire, en fait, ça me convient pas. Mais par contre, c'est à toi de faire le choix de venir nous voir. Super. Bah écoute, merci beaucoup Steph de ton temps, c'était hyper intéressant et enrichissant de discuter avec toi. Donc Momie Grenoble, bah c'est à Grenoble, voilà. A priori, depuis 41 ans bientôt. Voilà, donc a priori vous pouvez pas louper l'adresse. Elle est sur votre Maps préférée, votre application Maps préférée, et donc bah vous verrez Steph en train de vous conseiller dans la partie comics. C'est pas moi, c'est mes collègues et c'est très bien aussi. C'est très bien aussi, bien entendu. On espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant, en parlant autour de vous, en parlant à votre libraire. Peut-être que ça pourrait l'intéresser. Qui n'hésite pas à me contacter s'ils veulent aussi à parler de leur métier. Mes DM sont ouverts. Et vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee si vous n'avez pas tout dépensé justement en librairie. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On a fait notre travail. C'est ça. C'est une bonne chose. C'est pour ça que je le prends pas personnellement, je le prends pas mal. Si c'est pour avoir acheté des BD, il y a pas de souci. Merci Steph. Merci à toi Arnaud. À une prochaine pour le prochain. Enfin voilà. Et à bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut.